Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Les 10 jours cours en annulation partielle ou totale de la présidentielle du 7 octobre au Cameroun ont tous été rejetés par le Conseil constitutionnel. La plus haute juridiction était réunie pendant 3 jours pour trancher sur le contentieux électoral. En Afrique, les femmes sont les premières victimes de l'évasion fiscale. Les fuites fiscales font perdre plus de 10 milliards de dollars au gouvernement du continent. Et les prochains jours s'annoncent sombres pour les habitants de Brazzaville et Pointe-Noire. La direction générale de la Société énergie électrique du Congo a annoncé un délestage de 45 jours des 2 plus grandes villes pour maintenance. Après 3 jours d'audience, les 18 recours déposés par les différents candidats à la présidentielle ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. Des recours qui, dans leur ensemble, demandaient l'annulation totale ou partielle de l'élection présidentielle du 7 octobre au Cameroun. L'opposition dénonce plusieurs cas de fraude, mais rien ne justifie l'annulation du scrutin selon la plus haute juridiction. Corinne Kamsofem. Il y aura eu au total 18 recours au cours du contentieux électoral faisant suite à l'élection présidentielle qui s'est tenue le 7 octobre 2018 au Cameroun. De façon générale, ces recours portaient récusation du Conseil constitutionnel, annulation partielle pour certains et totale pour d'autres du scrutin du 7 octobre. À la fin des débats, ce 19 octobre, tous ces recours ont été rejetés. Pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir et très souvent mis en cause dans ces recours, c'est déjà comme une victoire surtout de la démocratie. Les audiences sont publiques, elles sont retransmises en direct. Vous avez vu que les premiers recours sont allés très rapidement. Ensuite, il y a le recours du candidat Kamto qui est venu avec un nombre considérable d'avocats à qui la parole a été librement donnée. Tout le monde s'est exprimé et je pense que le président du Conseil constitutionnel tenait à ce que tout le monde s'exprime pour que les Camerounais soient tous témoins de ce que la parole est distribuée de façon équitable. Du côté des requérants, c'est plutôt la déception. Après de longues heures de débat, les recours introduits par le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ou encore Joshua Ossi du Social Democratic Front n'ont pas suffi à convaincre les 11 membres du Conseil constitutionnel d'irrégularités durant la campagne électorale, de fraude pendant le scrutin ou même encore de non-conformité des procès-verbaux qui vont servir de base pour la proclamation des résultats de cette élection. Dès lors que le Conseil avait rejeté la demande de récusation, eh bien, on était en droit de s'inquiéter de son impartialité. Et ce qui arrive aujourd'hui ne nous surprend pas. Ce Conseil-là ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'il a fait aujourd'hui. Cabral Libi, candidat du parti Univers, a vu sa requête rejetée au motif du non-respect du délai imparti pour le dépôt des recours. Il s'est présenté 73 heures après la fermeture du scrutin. La loi en vigueur prescrit de le faire dans l'intervalle de 72 heures. Passé cette phase du contentieux électoral, tous les Camerounais sont désormais dans l'attente de la proclamation des résultats tels que le prescrit le calendrier électoral. Des dizaines de milliers de dollars échappent chaque année à l'Afrique en raison de l'évasion fiscale. Conséquence de cette évasion, moins de financement pour la gente féminine, moins de taxes collectées devient donc synonyme pour les pays du continent de moins de budget. Mathilda Diaby. Selon de récentes études, les fuites fiscales font perdre plus de 10 milliards de dollars au gouvernement africain. Ces derniers se retrouvent donc dans l'incapacité de financer les services publics nécessaires à leur développement économique et social et qui amélioreraient la condition des femmes. Ce sont elles qui souffrent le plus de l'injustice fiscale. Il s'agit de s'assurer qu'il y ait assez de ressources que le gouvernement peut utiliser pour financer les services publics qui serviront à améliorer la condition des femmes. Ces services publics doivent concerner l'accès à l'eau saine, l'éducation, les prestations médicales. En général, ce sont les femmes qui supportent ces efforts et ces coûts. Si les gouvernements ne financent pas la construction de garderies, ce sont les femmes qui quitteront leurs emplois bien rémunérés pour rester chez elles et s'occuper de leurs enfants. Outre le montant des recettes fiscales perçues, les femmes souffrent également du type d'impôt privilégié par les gouvernements africains. Il s'agit d'un impôt dégressif. Améliorer la condition des femmes en Afrique passe inévitablement par le rétablissement de la justice fiscale.
Les pays africains en développement doivent pouvoir mettre en place un budget progressif qui prend en considération les besoins à la fois des hommes et des femmes. Selon les estimations, 60% des fuites fiscales sont dues à l'évasion et à la fraude fiscale perpétuée par les entreprises multinationales qui se servent de boucles juridiques pour minimiser leurs impôts. À compter de ce 21 octobre et jusqu'au 5 décembre prochain, Brazzaville et Pointe-Noire, les deux plus grandes villes du Congo, seront quasiment plongées dans le noir. Délestage annoncé par la Direction générale de la Société énergie électrique du Congo. Derrière ces coupures, des travaux de maintenance dans la centrale à gaz de Pointe-Noire. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Brazzaville et Pointe-Noire vont connaître des perturbations en fourniture d'électricité du 21 octobre au 5 décembre 2018, selon l'annonce faite par le directeur général d'énergie et électricité du Congo, Luikanoa Elenga. Ces délestages seront observés afin de permettre la réparation d'une turbine de la centrale à gaz de Pointe-Noire endommagée. Durant cette période, nous connaîtrons un déficit de production du fait de l'arrêt de cette turbine. Et donc une perte de 150 MW, c'est-à-dire près du tiers de toute l'énergie mise sur les réseaux. La République du Congo possède une puissance électrique de plus de 600 MW, alors qu'en l'an 2000, elle n'était qu'à 89 MW. Avec une demande de 400 MW, la fourniture d'électricité n'est pas encore maîtrisée par le fournisseur. Une programmation doit être publiée avant le début des délestages, comme l'exige l'Observatoire congolais des droits des consommateurs. Nous exigeons la publication de la programmation de ces délestages rotatifs. Nous souhaitons également qu'ils puissent continuer sur cette même lancée. Il n'y a pas raison de favoriser surtout les quartiers résidentiels au détriment des quartiers populaires. Les prochains jours s'annoncent sombres pour les habitants de Brazzaville et Pointe-Noire. La centrale à gaz de Côte-Matève produit 60% de l'électricité consommée par la clientèle d'énergie électrique du Congo, contre 40% produite par les centrales hydroélectriques de Mokokolo, d'Imbulu et de Liwesso, inaugurées en mai 2017. En Algérie, les autorités souhaitant finir avec l'habitat précaire, le gouvernement se donne comme priorité l'éradication des bidonvilles dans la capitale Alger. En plus d'avoir permis d'assainir l'espace urbain, les opérations de relogement ont eu raison de la crise du logement. Vinanoda. Éradiquer l'habitat précaire, c'est l'objectif de la deuxième phase de la 24e opération de relogement lancée dans la capitale algérienne. Plus de 3500 familles, dont plus de 2500 souscripteurs au programme AADL et plus de 1000 familles bénéficiaires de logements publics promotionnels seront relogées le 1er novembre. À l'occasion de la célébration de l'anniversaire du 1er novembre 1954, une vaste opération de relogement aura lieu. Près de 2000 familles occupant les bidonvilles situés à proximité des WED et des immeubles en cours de rénovation vont bénéficier d'un logement. Les pouvoirs publics fournissent des efforts dans le domaine du logement pour faire d'Alger une capitale sans bidonville. En novembre prochain, un total de 100 518 familles seront relogées depuis le début du programme de la Wilaya, amorcé depuis juin 2014. Ça peut aider l'économie du pays. Certainement, dans ce sens que les bidonvilles vont être complètement supprimés. Et donc, côté non seulement hygiène, ça va booster bien entendu, c'est pas disons la santé des gens qui étaient logés d'abord dans ces bidonvilles. Ils vont vivre dans de meilleures conditions. Le 15 octobre, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme a procédé à la remise de 1500 clés de logement à ADL et de plus de 1000 clés au profit de familles ayant bénéficié de logements sociaux participatifs. La superficie des terrains restitués depuis 2014 jusqu'à cette opération s'élève à près de 530 hectares. La deuxième phase de la 24e opération de relogement a permis la récupération de 11 hectares. Depuis 10 mois après son lancement officiel au Burkina Faso, le comité de pilotage de la télévision terrestre numérique dresse un premier bilan. Il se dit inquiet du non-paiement des redevances. Ce débat qui implique et le financement et la survie des médias d'État et ceux du privé suscite la polémique dans le pays. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. Au Burkina Faso, le non-paiement des redevances relatives à la télévision numérique terrestre suscite des interrogations. Récemment, le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Dandinou, a interpellé l'ensemble des acteurs sur la question.
Le Burkina Faso a basculé vers la télévision numérique depuis décembre 2017, mais à ce jour, sa mise en œuvre complète fait toujours l'objet de discussions. Il est illusoire de croire que les éditeurs privés ne vont pas payer. Ils doivent payer pour que la société burkinabé de télédiffusion ne soit pas une entreprise qui fonctionne à perte. Pour réussir au mieux cette transition, le Burkina Faso a opté pour la norme DVB-T2 MPEG 4, la plus performante et adoptée par les États de l'UEMOA. Selon le gouvernement, le paiement des redevances permettra d'assurer la survie de la société burkinabé de télédiffusion, mais les acteurs espèrent pouvoir négocier des tarifs rentables. Si l'État voudrait que ce soit les chaînes de télévision qui supportent les coûts de la TNT, je pense que ce serait pour asphyxier les chaînes de télévision. On avait entendu parler d'un montant de 200 millions. Si même on divisait ce montant par 10, ce ne serait pas toujours évident. Nous, notre doléance aujourd'hui vis-à-vis du gouvernement serait de prendre une décision politique et se dire que les chaînes de télévision sont des véhicules pour justement promouvoir l'identité et la culture burkinabé. Parce que ce qu'il faut savoir, ces chaînes que nous constituons en local sont en compétition avec les chaînes transnationales qui sont transportées par les bouquets. Et à ce niveau, vous savez très bien que ce n'est pas forcément la culture burkinabé qui serait promue. Pour mieux concilier les acteurs sur la question, le gouvernement burkinabé a initié plusieurs rencontres. Le débat sera de nouveau ouvert la fin octobre 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.